Nous sommes mardi 14 juillet 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Il faut plus qu'un nouveau président pour briser le cycle de la violence au Burundi, selon la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Le président de cette commission, Doudou Diène, affirme que jusqu'à aujourd'hui, les violations massives des droits de l'homme continuent au Burundi. La pandémie de coronavirus a sensiblement touché les activités génératrices de revenus des réfugiés burundais au Rwanda. Ils ne trouvent plus le marché pour écouler les productions. Dans ce journal, vous allez suivre le cas d'une Burundaise réfugiée à Butare, au sud du Rwanda. Et le mini-magazine au cœur de la société revient sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement du Burundi pour faire face à la propagation de la pandémie de coronavirus. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le changement des institutions et l'élection d'un nouveau président ne peuvent pas changer la situation au Burundi. C'est ce qu'indique Doudou Diène, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Dans une interview à la télévision Renaissance, après sa présentation orale lors de la 44e session du Conseil des droits de l'homme, Doudou Diène affirme que jusqu'à ce jour, les crimes et les violations des droits de l'homme continuent dans le pays. Doudou Diène. On a présenté un rapport oral sur la situation des droits de l'homme au Burundi, notamment à la lumière des dernières élections présidentielles. Et donc voilà, il y a deux points centraux de ce rapport. Le premier, c'est de dire qu'il y a une occasion historique pour le Burundi, la situation au Burundi de changer avec le changement de présidence, mais que nous, notre constat, dans notre dernier rapport et nos observations récentes, c'est qu'il y a une persistance des violations des droits de l'homme et qui ont été confirmées pendant le déroulement des élections. Maintenant, le deuxième point important, c'est de lancer une alerte à la communauté internationale d'être vigilant parce que l'occasion qui est donnée au Burundi de transformer la situation d'une persistance des violations des droits de l'homme en changement, demande des mesures extrêmement précises et concrètes. Et donc, parmi ces mesures, il y a la diminution des violations des droits de l'homme, ça, il faut que ce soit concret et visible. Deuxièmement, la question centrale de l'impunité, c'est-à-dire la poursuite de ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme. Le troisième point, c'est le respect des libertés démocratiques, notamment les libertés de la presse, de se réunir, de parler, de liberté de l'opposition, etc. Et enfin, un point très important lié au contexte, le respect des droits économiques et sociaux, et notamment le droit à la santé dans le contexte du coronavirus. Et là, donc, effectivement, ce sont des indicateurs importants, très lourds. Et nous demandons à la communauté internationale d'être extrêmement vigilante pour voir si le changement de présidence a abouti à un changement qualitatif et concret de la situation des droits de l'homme. Et le critère ultime que nous proposons, que j'ai souligné dans ma déclaration finale, c'est de penser au peuple burundais. Selon Doudou Diène, le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, maître des institutions qui sont composées par des forces de sécurité et des Imbonerakure vont aggraver la situation des droits de l'homme au Burundi. Nous avons noté, comme beaucoup d'observateurs, qu'effectivement, le président a fait une déclaration sur l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Mais nous avons noté aussi, comme tout le monde, que la composition du gouvernement donne des indications qu'il n'y a pas de changement de fond pour le moment, dans la mesure où beaucoup des membres du nouveau gouvernement sont des personnalités qui sont non seulement font l'objet d'enquêtes très importantes, mais également au niveau de l'Union européenne et d'autres États, et des personnalités qui sont accusées d'être complices des violations des droits de l'homme. Et donc, et enfin, nous pensons aussi qu'un des critères importants d'une libéralisation, c'est de voir si la composition du gouvernement comprend à la fois des civils, que des civils soient membres du gouvernement. Or,
Il est certain que le nombre de militaires a été signalé et vu par tout le monde. Et enfin, un point très, très important pour nous, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des changements institutionnels dont la composition du gouvernement, l'origine de ses membres et leur image sur le plan du respect des droits de l'homme, mais également des actes concrets. Et c'est là que se trouve la question lourde de l'impunité, c'est-à-dire de poursuivre ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, notamment les Imbonerakure. Or, se trouve au sein du gouvernement. L'ambassadeur du Burundi à Genève, Tabu Renova, a réagi pour contester la présentation de la commission d'enquête sur le Burundi. Sur son compte Twitter, il a dit que le rapport est à rejeter parce que le mandat de cette commission semble être celui de renverser le régime du CNDD-FDD. Page d'éducation pour continuer ce journal. Les enseignants du lycée du lac Tanganyika s'inquiètent des messages de certains élèves qui ont échoué, faisant état d'une discrimination des membres de la milice Imbonerakure de ce lycée. Ces messages s'adressent aux autorités que ces élèves ne nomment pas en leur disant qu'ils sont victimes d'être des Imbonerakure. Ces enseignants demandent que les écoles soient apolitiques car ils estiment que ces enfants seraient manipulés par des politiciens qui leur promettent des choses dont ils ne sont pas capables de donner. Le ministère de l'Éducation a dépêché ce lundi ses inspecteurs pour des enquêtes. Bertrand Ngendakuriyo. Comme des personnes mûres ayant déjà appris l'idéologie du parti, nous subissons un génocide. C'est la voix de l'un des deux élèves du lycée du lac Tanganyika qui s'adressait à certaines autorités anonymes du parti CNDD-FDD pour leur venir en aide. Majambere Eli et Miburo Berkimas sont tous de la section scientifique du lycée du lac Tanganyika 2 en première. Selon la note mentionnée sur leur bulletin, ils ont tous moins de 50% dans les cours de mathématiques, de physique, de chimie et de biologie, et bien dans d'autres disciplines. Ils affirment qu'ils auraient réussi n'eût été le complot des enseignants d'ethnie Tutsi de ce lycée. À cause de la politique des Tutsis, nous étions déjà dans le viseur. Nous avons préparé les élections. Toutes les autorités du parti dans la commune d'Omukaza nous connaissent. Ils se sont levés pour plaider à notre cause. Malheureusement, le directeur se laisse guider par les Tutsis. Ils lui disent que nous n'avons pas assez de points. Mais c'est une façon de nous faire échouer parce que nous sommes des Imbonerakure. Nous accusons que nous nous sommes donnés aux élections au lieu d'étudier. Nos sources au lycée du lac Tanganyika indiquent que ces élèves font partie d'un groupe des Imbonerakure qui sèment la pluie et le bon temps. Ils se font appeler commissaires et se considèrent comme des autorités. Selon les mêmes sources, ces élèves passent leur temps à patrouiller à l'extérieur de l'école, soi-disant pour assurer la sécurité de cet établissement. Ce même groupe s'est arrogé le droit de punir leurs camarades et peut octroyer les autorisations de sortie. Du côté des enseignants, ils sont surpris de ces messages. Pour eux, ces deux élèves ont échoué parmi d'autres qui n'ont pas satisfait à la note exigée par la loi pour avoir le diplôme ou avancer de classe. Comme enseignants, nous faisons notre travail comme il faut, comme des pédagogues. Nous dispensons nos cours, nous évaluons les apprenants comme il faut. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui échouent, et c'est normal. À propos de ces messages qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est un peu un mensonge. Dans notre établissement, il n'y a pas de discrimination, que ce soit de nature ethnique, politique, religieuse. On applique en général la loi et les textes émanant de notre ministère de l'Éducation. D'autres enseignants expriment la peur face à ces messages qui pourraient les diviser. Ils demandent au ministère de l'Éducation d'interdire toute tentative de politiser les milieux scolaires. Ça nous inquiète beaucoup parce que quand on enseigne, on ne distingue pas les ethnies, on considère les enfants au même titre, mais à la fin, on est surpris d'entendre des enfants qui avancent de faire des arguments. Moi, je demanderais que l'école soit politique. Ça ne même pas les enfants dans les partis politiques, on laisse les enfants étudier librement. Selon des sources au lycée du lac Tanganyika, le ministère de l'Éducation a dépêché ce lundi une équipe conduite par deux inspecteurs pour s'enquérir de la situation et rendre compte au ministère. Nous n'avons pas pu joindre les membres de cette équipe du ministère pour savoir l'issue de leurs enquêtes.
Merci à Bertrand Ngendakuriyo. Suite à ce comportement des élèves du lycée de Lac Tanganyika, professeur Libéran Ntibashira Kandi, expert en éducation, appelle les élèves burundais à étudier au lieu de suivre les enseignements divisionnistes du parti CNDD-FDD au pouvoir. Pour lui, le président de la République devrait sortir de son silence pour arrêter ce comportement des Imbonerakure. Professeur Libéran Ntibashira Kandi invite également les parents des élèves à prendre des responsabilités devant de tels comportements. Suivez le professeur Libéran Ntibashira Kandi. Ma première réaction en tant que parent et enseignant, c'est d'abord souligner la gravité de la situation. En Kirundi, on dit Imbotitewe ni Imera. S'il faut distribuer des points sur base du militantisme politique, à quoi sert finalement aujourd'hui l'école? Qui sont les premiers responsables de ce comportement de ces élèves? Les premiers responsables sont les idéologues, les leaders, les encadreurs et les mobilisateurs de la jeunesse Imbonerakure. Tous ces membres du CNDD-FDD qui sollicitent et manipulent la jeunesse Imbonerakure à participer aux différentes manifestations, dans les meetings politiques ou à assurer la sécurité toute la nuit, sont à l'origine de l'échec de ces élèves, finalement sont responsables de cette exclusion de l'école que ces élèves appellent génocide intellectuel. Je tiens à lancer un appel solennel au président Évariste Ndayishimiye d'urgence d'éteindre le feu. Ces derniers jours, l'homogénocide commis par certains Tutsis sont sur les lèvres dans les milieux de l'enseignement, tant universitaire que secondaire. Pourquoi attiser la haine ethnique? Le président de la République devrait sortir de son silence sur cette question pour apaiser les esprits. Le deuxième appel est lancé au ministre de l'Éducation. Il doit absolument emboîter le pas au président de la République pour mettre de l'ordre dans l'enseignement secondaire et supérieur, restaurer la discipline et tranquilliser les enseignants, les étudiants et les parents. L'impact de la pandémie de Covid-19 pèse lourdement sur la vie des réfugiés burundais qui ont perdu certains marchés de leurs produits. L'illustration est d'une maman vivant avec un handicap qui vivait grâce à son métier de couture et de la fabrication de savons liquides, mais qui n'a plus de clientèle à cause de la pauvreté des habitants du sud du Rwanda où elle vit comme réfugiée. Elle espère toutefois reprendre la vie commerciale dès que la pandémie aura cessé. Reportage avec Révérien Bazikamwe. Adolphine Nkonji, une Burundaise réfugiée à Huye, à une trentaine de kilomètres de la Kanyaru, frontière entre le Rwanda et le Burundi. Depuis son exil en 2015, elle vivait avec sa famille grâce à son métier de couture qu'elle a beaucoup développé en variant ses produits. Avant la Covid-19, elle confectionnait des nappes de table, de sous-plans, des sous-verres, et cela en plusieurs modèles à l'aide de son équipement qu'elle a amené du Burundi, même si elle en avait perdu une bonne partie laissée au pays. Aujourd'hui, avec la pandémie de la Covid-19, les clients n'ont plus la capacité d'acheter ces produits. Certains n'ont plus leur travail à cause de la pandémie de la Covid-19. D'autres n'ont plus le même pouvoir d'achat pour se procurer de ces produits. C'est ce qu'indique du moins l'office d'Adolphine qui l'aide dans la production et la vente. Oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de clients, mais avec le temps, on espère que l'épidémie va s'arrêter et qu'on va retourner à la vie normale. Comme ça, on préfère avoir des produits à vendre lorsque tout va retourner en ordre que de n'avoir rien à vendre lorsque tout va bien aller. En général, beaucoup de clients aiment nos produits parce qu'ils trouvent qu'ils sont intéressants, mais le problème de moyens persiste toujours. Surtout en cette période difficile, beaucoup nous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter nos produits. C'est en gros le plus gros problème qu'on a. En général, c'était des réfugiés comme nous, des gens qu'on connaît parce qu'on ne voit pas beaucoup nos produits sur le marché parce qu'on n'a pas encore assez de moyens pour le faire. Donc ceux qui nous achetaient nos produits, c'était des gens qui avaient du travail qu'ils faisaient chaque jour. Donc si leur travail s'arrête, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres moyens de gagner de l'argent et n'ont pas du tout le moyen d'en dépenser. Il espère tout de même qu'ils pourront reprendre les activités à la fin de la pandémie. Notre espoir, premièrement, c'est de continuer
on espère continuer le plus longtemps possible. Deuxièmement, c'est pouvoir attirer plus de clientèle et comme ça de pouvoir vendre nos produits. Et surtout, c'est d'acquérir plus de connaissances en ce qu'on fait. C'est le même espoir pour des stagiaires qui obtiennent l'opportunité d'apprentissage dans l'atelier d'Adolphine. Cette jeune fille garde espoir que la situation va se normaliser pour enfin avoir les clients pour les produits. Je ne désespère pas. J'étais toujours. J'ai de l'espoir qu'un jour nous aurons encore les clients. À côté de la couture, cette famille produit aussi du savon liquide. Mais ce produit fait face au même défi de manque de clientèle. Adolphine compte demander la permission à l'administration pour pouvoir ouvrir un stand qui lui permettra de vendre ses produits. Mais bien entendu, après la fin de la pandémie, source des difficultés qu'elle endure. Merci aussi à Révérien Bazikamwe. Continuons ce journal sur le mini-magazine au cœur de la société de la synergie des médias. Ce mini-magazine, aujourd'hui, analyse les mesures prises ces derniers jours par le gouvernement du Burundi dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce mini-magazine avec Émile Nibasumba. Tout un trimestre de dépistage de masse, le port de masque jusqu'ici volontaire, le Burundi a franchi un pas non négligeable dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Cette pandémie qui a officiellement emporté une seule personne dans le pays est-elle cette fois-ci prise au sérieux? Voilà sur quoi nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 11 juillet 2020. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Même pour une simple grippe, le patient est appelé à porter un masque, selon le ministre de la Santé publique, Tade Ndikumana. Au début de la semaine, lors du démarrage solennel de la campagne de dépistage de masse de la Covid-19, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a de son côté appelé la population à éviter des rassemblements inutiles. Mais qu'est-ce qui a réellement changé dans le pays après que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, ait déclaré la maladie à coronavirus pire ennemi du Burundi? Thierry Bigrindavi de la télévision Renaissance décrit la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Bujumbura après ce discours. Depuis que le gouvernement du Burundi ait déclaré la pandémie de coronavirus comme l'ennemi public numéro 1, beaucoup de personnes ont changé de comportement, comme l'indique cette femme de Nahangwa dans la ville de Bujumbura. Même en fait, tu ne peux pas voir des personnes se saluer comme avant. Même à l'intérieur du pays, les gens ne se saluent plus. Si tu montes à l'intérieur du pays, quand tu viens de Bujumbura, les gens vont dire qu'il ne faut pas te saluer parce que tu viens avec le corona. Donc, ils croient que le corona est beaucoup plus à Bujumbura que dans ces provinces. Donc, les gens se sont habitués à ça, qu'il ne faut pas se saluer ou se donner des baisers. Dans la capitale économique du Burundi, ceux qui portent le masque sont plus nombreux par rapport à ceux qui le portaient avant le revirement du gouvernement dans la lutte contre la propagation de la pandémie. La plupart des hôpitaux à Bujumbura exigent le port de masque à toute personne qui souhaite franchir la porte d'entrée, même s'il n'y a pas encore une décision formelle du ministère de la Santé qui rend obligatoire le port de masque à l'intérieur des hôpitaux. Aujourd'hui, à Bujumbura, on ne doit pas rappeler à une personne de laver les mains. Tout le monde le fait volontairement. Avant le volte-face du gouvernement dans sa politique de la gestion de la pandémie de coronavirus, porter le masque était synonyme d'une volonté de s'insurger aux autorités publiques. Même la société ne tolérait pas celui qui portait le masque. Il y a même ceux qui pouvaient l'agresser verbalement en lui demandant s'il est le plus exposé au Covid-19 plus que les autres. Cette femme réside dans la commune de Moura, au sud de la ville de Bujumbura.
On voit beaucoup de personnes porter des masques en ville, dans des fêtes, dans des enterrements. Tu verras beaucoup de personnes porter les masques. C'est une bonne chose parce qu'avant, si tu portais un masque, tu étais vu comme un peu un opposant au gouvernement. Donc maintenant, le gouvernement a accepté qu'il y a le coronavirus. Les gens ont compris qu'il y a beaucoup de coronavirus ici à Bujumbura. Même les autorités portent des masques. Désinfecter les sièges des véhicules de transport en commun, porter obligatoirement les masques pour les usagers sont des nouvelles recommandations du ministère de la Santé publique pour prévenir la COVID-19. Plus d'un salue les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce fléau planétaire, mais déplore que le port de masque n'est pas obligatoire et qu'il n'y a pas de mesures de distanciation physique dans les transports en commun, dans les différentes églises, au marché, bistrots et dans les différentes cérémonies. Officiellement, plus de 200 personnes ont été testées positives à la maladie à coronavirus depuis le mois de mars au Burundi. Selon le ministère de la Santé publique, une seule personne a été emportée par cette pandémie dans le pays. Mais depuis des mois, des dizaines de Burundais sont morts alors qu'ils présentaient des symptômes semblables à ceux de cette maladie. Aujourd'hui, le Burundi semble avoir changé de comportement face à la maladie à coronavirus. La campagne de dépistage de masse qui a été lancée au début de la semaine dans la ville de Bujumbura durera 3 mois et s'effectuera dans tout le pays. Mais ce n'est pas suffisant selon ce docteur qui n'a pas voulu que son nom soit cité. Ces mesures ne sont pas efficaces pour 3 raisons. La première raison est que ces mesures ont été prises très tardivement parce qu'on venait de passer plus de 3 mois après la déclaration du Covid-19. Mais malheureusement, aucune mesure n'a été prise en conséquence pour contrecarrer la propagation de cette pandémie. La deuxième raison est que ces mesures ne se suffisent pas à RCL pour contrecarrer la propagation de cette pandémie. Et par exemple, se laver les mains, porter les masques dans les transports en commun ne peuvent pas suffire tant que les grands rassemblements ne sont pas encore évités. Et comme troisième raison qui prouve que ces mesures ne sont pas efficaces, c'est que nous avons toujours la mentalité que le Covid-19 ne tue pas la race nègre ou bien les jeunes. Ce qui nous pousse à ne pas respecter ces mesures quand bien même prises. C'est Parfait Mudasigana qui a recueilli les propos du docteur. Pas de justice pour clore ce journal. Les 4 reporters du journal Iwachu totalisent ce mardi 267 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour le rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Au revoir.